bienvenue dans ce premier numéro des Plaisirs sauvages, une sous-rubrique, dirons-nous, des podcasts de la Horde sauvage. Alors, je suis aujourd'hui en solo, c'est David qui vous parle, pour donc inaugurer cette série de podcasts qui accompagnera toute cette deuxième saison. Je vais vous parler de films. Alors, Plaisirs sauvages, attention, hein, par plaisir, on n'entend pas des films forcément érotiques, forcément coquins, hein. Peut-être qu'on croisera des scènes parfois un petit peu olé dans les films, ça n'est absolument pas le propos de cette rubrique. L'idée, c'est vraiment de vous proposer des films qui correspondent, qui me correspondent un peu à ma cinéphilie. Alors, c'est pour ça que ce sera très très large en termes d'éventail. Vous le verrez déjà avec les deux premiers numéros que j'ai déjà d'ores et déjà calés en termes de titres, si vous voulez. Et donc, voilà, l'idée, ce sera vraiment de proposer des choses très différentes, souvent dans le cinéma de genre. On tapera un petit peu dans tous les pays. Et là, pour ce premier numéro, sans surprise, je vais aller vers du cinéma italien. Ceux qui me connaissent bien ne seront pas étonnés quand je vais évoquer Caltiki, le monstre immortel, film donc italien de 1959, alors qui porte une double signature que je vais expliquer au fur et à mesure de ma chronique. Je vais y revenir un petit peu après. Je vais commencer par le synopsis, le point pitch, hein, qui nous pose parfois souci dans le podcast générique avec les copains. On peut partir du principe que c'est une expédition au cœur d'une cité maya qui va nous dévoiler l'existence de la déesse maléfique Caltiki. Des explorateurs reviennent à Mexico avec, entre autres, un blessé et un échantillon d'une entité unicellulaire vieille de plusieurs millions d'années. Bientôt, cet organisme, a priori maléfique, se met à croître et cela va déclencher des catastrophes successives. Vous voyez, j'en dévoile pas trop au niveau de l'intrigue. Revenons un petit peu sur les papas, les parents, les géniteurs de ce projet. Alors, tout d'abord, Ricardo Freda, donc cinéaste né en 1909, disparu en 1999, qui tourne dès les années 40 et touche à pas mal de genres. Il va collaborer très régulièrement avec Mario Bava, qui lui est né en 1914, donc les deux gars ont vécu à peu près sur la même période, hein. Bava mourra simplement beaucoup plus tôt que Freda, puisqu'il disparaîtra en 1980. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont régulièrement, très régulièrement collaboré l'un avec l'autre, enfin surtout Bava chez Freda, pas l'inverse. Alors Bava, lui, avant d'être cinéaste, réalisateur de films, il a été surtout directeur de la photographie et responsable des effets visuels, effets spéciaux sur des longs métrages. Et c'est en cette qualité que Freda fera régulièrement appel à lui sur certains de ses projets. Il commence, Bava, à participer à des films qui portent vraiment sa marque dès les années 1950. Caltiki va être son dernier film significatif auquel il collaborera avant de passer lui-même à la mise en scène en 1960, donc dès l'année suivante, avec Le Masque du Démon. Ceci est une autre histoire. Quant à Ricardo Freda, donc lui, il tourne dès les années 1940, donc il a un début de carrière vraiment antérieur à l'arrivée de Bava dans le milieu. Alors, et Freda va toucher à pas mal de genres, beaucoup de cinéma de genre, bien évidemment. Les deux compères vont collaborer ensemble dès Spartacus en 1953, qui sera une réalisation de Freda, et Bava, lui, gérera les effets visuels sans être crédité. Ce qui lui arrivera d'ailleurs assez régulièrement, hein. Il ne sera pas crédité sur tous les projets, sur tous les films auxquels il participe. Il y aura également Le Château des Amants Maudits en 1956, où Bava dépanne encore une fois Freda pour les effets visuels. En 1957, nouvelle collaboration des deux hommes, mais cette fois, Bava reprend la mise en scène après le départ de Freda. Le film, qui s'intitule Les Vampires, sorti chez nous d'ailleurs dans une très belle édition Blu-ray, film superbe, hein, s'il en est, avec une ambiance très très belle, hein, un très beau noir et blanc, un noir et blanc somptueux, et des effets visuels très réussis, entre autres le vieillissement d'un personnage dans un seul et même plan, des effets visuels assez chouettes. Très très belle collaboration des deux hommes. Selon des sources, ils collaborent d'autres fois au fil du temps, y compris dans les années 60, après que Bava ait commencé lui-même à réaliser ses propres films. Pour Caltiki, revenons à Caltiki, le film qui nous intéresse aujourd'hui, c'est un film produit par la Galatea, hein, société de production qu'on retrouvera sur quelques films de genre italien de l'époque. Il va être utilisé des pseudonymes pour les artistes techniciens, afin que le public italien ne rejette pas le film qu'il pourrait penser local. Et oui, les Italiens pouvaient avoir un rejet si le film sentait un petit peu trop l'italien. C'est aussi étrange que ça puisse paraître. Donc Bava garde son nom au générique, italien de Caltiki, et il est crédité comme directeur de la photo. Il signe également les effets visuels, hein. Donc finalement, sa double casquette de technicien, il l'aura complètement sur ce projet. Pour le marché anglo-saxon, il deviendra en revanche John Foam, F-O-A-M. Bava, ça lui arrivera régulièrement, hein, d'ailleurs, d'avoir recours, en tout cas d'être nommé avec des pseudos dans les génériques de ses propres films ultérieurement. Ricardo Freda, lui, se nomme Robert Hampton. Donc on pourrait presque croire que le film a un réalisateur anglo-saxon, ce qui n'est pas le cas. Au casting, pas de grande vedette dans Caltiki, le monstre immortel. On retrouve Giacomo Rossi Stuart, qui tournera quelques années plus tard Opération Peur
pour le même Mario Bava. On peut citer également John Merrival ou encore Didi Sullivan, le rôle féminin le plus important du film et qui apporte une petite touche sexy au long métrage. Alors, il va se passer quelque chose d'assez proche d'un antécédent. Ricardo Freda va quitter le tournage de Kaltiki, un petit peu comme il l'avait fait sur Les Vampires un peu plus tôt. Si bien que pour la deuxième fois, donc après Les Vampires, Bava se trouve à prendre la relève de son collègue. Alors, selon les sources, c'est assez contradictoire là-dessus. Bon, je vous rapporte un petit peu ce que j'ai pu faire émerger de ce que j'ai glané à droite à gauche. Selon les sources, on accorde une part plus ou moins grande à Bava en termes de réalisation sur le projet Kaltiki. Certains disent que toutes les scènes de dialogue et autres séquences mettant en scène les personnages ont été dirigées par Freda, tandis que Bava, lui, aurait tourné tous les passages avec des effets spéciaux. Il y en a quelques-uns. Le film a beau être court, il fait 76 minutes de mémoire au compteur, un film très court, 1 heure et quart, il y a quand même pas mal de plans avec des effets spéciaux. Donc là, ce serait Bava qui serait responsable de ça. L'entité qui grossit au fur et à mesure du passage d'une comète, non loin de la Terre, alors ça, c'est un élément qui va être amené un petit peu plus tard dans le fil du scénario. Le passage de cette comète conférerait cette force à cette entité qui lui permettrait de se développer, de grossir. L'entité en question était apparemment composée, j'ai trouvé cette info, composée de viscères de veau. Voilà, ça devait être vachement sympa en termes d'odeur, tout ça. Ça devait être très sympa sur le tournage à manipuler. Bava travaille beaucoup avec des maquettes et des miniatures, dans certains plans où l'entité s'étale, se propage dans le décor. Alors ça se voit, dans certains plans, il y a vraiment des scènes où on se rend compte qu'on a affaire plus à des maquettes. Voilà, on aurait presque l'impression de jouer avec des Playmobil. Mais ce qui ne gâche rien, ça fait partie un petit peu du plaisir et du charme de ces films de série B de cette époque-là. En tout cas, les effets sont plutôt globalement réussis. Où Bava est très fort, c'est sur les plans où la créature entre en contact avec l'homme. Plusieurs plans, effectivement, où des humains vont être attaqués, en tout cas en contact avec cette entité unicellulaire. Des visages sont ainsi transformés en crâne. La peau, si vous voulez, rongée par le contact de cette créature. Et il y a le bras d'un protagoniste qui se retrouve lui aussi totalement décharné, absorbé par l'entité, qui réapparaît à l'écran, dévoré jusqu'à l'os. Voilà, donc ça provoque quand même quelques effets qu'on pourrait presque, pour l'époque, je rappelle que nous sommes en 1959, des effets qu'on pourrait qualifier de gore. Tout est relatif, on n'est pas dans des films gore d'aujourd'hui, mais voilà, pour l'époque, ça pouvait s'apparenter à ça. Alors signalons également une séquence, assez notable, surtout dans le cinéma de genre et a fortiori dans le cinéma d'horreur. Il y a une vidéo qui est faite par l'un des explorateurs à un moment donné, dans le film, parmi les membres de l'expédition, et cette vidéo va ensuite être visionnée par les autres protagonistes de l'expédition. Donc ça ne fait qu'annoncer finalement, ce qu'on appellera bien plus tard le found footage. Found footage qui est presque devenu un genre à part entière dans le cinéma de genre contemporain. Donc le film est un peu précurseur de quelques petites choses assez intéressantes dans le domaine. On peut également noter, alors moi, en revoyant le film pour cette chronique, j'ai été assez sidéré de la beauté, de la réussite des séquences sous-marines. Dans la première partie du film, il y a des séquences qui se passent sous l'eau, où il y a un plongeur qui explore le fond marin et qui récupère des objets diversement répartis sur le sol marin. Je trouve que c'est très très réussi. Le film est ressorti en Blu-ray chez nous dans une très belle édition chez Artus Film, avec un petit livret d'ailleurs qui accompagne, puis des bonus en complément. L'édition est très chouette, on reprend des visuels de l'époque, etc. Compare le film avec des films qui ont probablement servi de source d'inspiration. Vraiment, la copie est très très chouette. Et on se rend compte à quel point ce film, qui est pourtant pas un gros budget, qui est pourtant pas un film de série A, est vraiment qualitatif d'un point de vue visuel, je trouve. Alors le film démarre comme un film d'aventure, avec son premier tiers vraiment teinté d'exotisme, de beaux décors qui représentent la jungle, et on va même jusque dans une grotte que vont explorer les chercheurs, grotte dans laquelle se manifestera pour la première fois l'entité unicellulaire qui attaquera d'ailleurs l'un des protagonistes. Et puis on bascule ensuite, dans les 2 tiers suivants, on va dire, on bascule dans un film oscillant entre science-fiction, avec des expériences scientifiques, on se retrouve dans des laboratoires, avec des décors pas forcément très élaborés, mais des laboratoires assez caractéristiques des films un peu fauchés de cette époque-là. Alors, il sera donc évoqué la comète dont je parlais tout à l'heure, qui passe et agit sur l'entité. Et puis, alors, on oscille entre science-fiction et épouvante. Épouvante et film de monstres, d'ailleurs, avec cette dernière partie où l'armée s'en mêle, d'ailleurs. On a déjà vu l'armée dans des films plus récents
se confronter à des créatures gigantesques. Bah là, finalement, on a un peu la même chose avec l'armée qui va se retrouver à interagir face à cette entité qui grossit à vue d'œil. Alors avec utilisation de lance-flammes, des chars qui vont tirer sur la créature, voilà. Donc on est vraiment dans des choses qui peuvent être annonciatrices de figures du cinéma de monstres, etc., qu'on a pu découvrir dans les décennies suivantes. Alors en termes de sources d'inspiration, on pense évidemment au Blob pour l'esthétique de la créature, alors avec ce fameux film Danger planétaire, qui était sorti l'année précédente, hein, et qui mettait en scène un tout jeune Steve McQueen. Voilà, alors c'est pas le titre emblématique de la filmo de McQueen, il n'empêche qu'il a joué dedans et que le film est une source d'inspiration évidente pour le Kalkiki de Bava et Freda. Deuxième référence incontournable, Le Monstre, film de la Hammer sorti en 1955 et qui constitue la première aventure de Bernard Quatermass. On retrouve à l'intérieur du film un protagoniste là aussi victime des éléments et qui d'ailleurs physiquement est assez proche de l'acteur qui joue le rôle équivalent dans Kalkiki. C'est marrant de comparer les deux films à ce niveau-là. Les deux acteurs se ressemblent un petit peu et qui vont tous les deux faire un stage à l'hôpital, qui vont tous les deux être ensuite recherchés parce que potentiellement dangereux pour le reste de l'humanité. Enfin voilà, il y a des ponts à faire entre les deux films. Les Quatermass qui font l'objet d'une trilogie chez la firme Hammer, je le rappelle. L'homme en fuite, donc, dont je parlais à l'instant, qui va donc s'échapper de l'hôpital, se retrouve dans une séquence sur le point d'attaquer une petite fille. La petite fille s'en sort en l'occurrence, hein, mais on est dans un évident clin d'œil à une scène équivalente dans le Frankenstein avec Boris Karloff de James Whale, qui sort en 1931. Bon, où là, l'issue de la séquence sera évidemment un petit peu plus tragique. Donc, Kalkiki, alors qu'est-ce que c'est que ce film? Est-ce que c'est un bon film? Est-ce que c'est un mauvais film? Alors, en quelques mots, je vais vous donner un petit peu mon avis. Alors moi, je trouve que c'est un film important dans le cinéma de genre italien. Il confirme le talent de Bava, qui va exploser l'année suivante, hein, comme je l'ai dit. Et puis bah, un certain savoir-faire de Freda, hein, bien sûr. Hein, Ricardo Freda, c'était quand même pas non plus un manche. Kalkiki a probablement été un des jalons qui a permis de faire émerger Bava en tant que cinéaste, puisque ce sera son dernier fait d'armes avant qu'il passe complètement à la mise en scène. Et puis encore aujourd'hui, avec cette belle copie qui nous est proposée par l'éditeur Artus, dans ce très beau noir et blanc, bah, c'est un petit plaisir coupable ou pas d'ailleurs, de cinéphile que de retrouver ce pré-Mario Bava, avant qu'il soit complètement auteur. Moi, je trouve que c'est un film tout à fait honorable, on ne s'ennuie pas, il a un certain rythme, hein, pendant 1 h 15, les événements s'enchaînent. Moi, je trouve que c'est vraiment très très plaisant à regarder. Alors, ce sera un succès très modeste en salle, il n'empêche que ça n'empêchera pas de Bava d'attaquer l'année suivante ses propres réalisations, et c'est tant mieux. Voilà, voilà. Je conclurai cette petite chronique qui, j'espère, vous aura plu en signalant deux noms de nos partenaires, enfin un partenaire, c'est même un collègue. Alors tout d'abord, Claude Turier, hein, auteur de la petite caricature qui me représente dans le générique. Générique conçu et émission montée par le camarade Michael, qui est également membre à part entière de la Horde Sauvage, par ailleurs dans les podcasts plus importants. Michael, je te remercie d'avance pour le montage de l'émission. Et bien si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, voilà. Et puis bah je vous dis à très bientôt pour un numéro 2 de ces petits plaisirs sauvages sous l'égide de la Horde Sauvage, podcast cinéma. Salut à tous et merci beaucoup, à bientôt.